La Russie subit des attaques de drones, des raffineries brûlent et une frappe a touché la centrale de Belgorod. Kiev prolonge le blackout. L'offensive de l'Ukraine sur le front se poursuit. 3 villages ont été libérés. L'armée russe n'arrive pas à arrêter les forces armées ukrainiennes dans la direction de Zaporizhia. Une attaque brillante du SBU à l'arrière de l'ennemi. Des postes de commandement, des dépôts d'armes et des lieux de stationnement des occupants ont été touchés. C'est un choc. 160 entreprises russes achètent des composants pour le complexe militaro-industriel en Occident. Les sanctions ne fonctionnent pas. Scandale en Ukraine. L'ancien commandant en chef Zaloujny a accusé Zelensky d'avoir fait échouer la contre-offensive en 2023. Le président a répondu fermement. Une enquête sensationnelle. La CIA, avec l'Ukraine, a planifié le sabotage de Nord Stream. Fico et Orban déclarent une guerre énergétique à l'Ukraine. Le boxeur Usyk n'exclut pas sa participation à l'élection présidentielle en Ukraine. La guerre est inévitable. Les États-Unis et Israël commenceront déjà cette semaine des actions militaires en Iran. Quelle honte! Les pays de l'UE sont prêts à saboter les Jeux paralympiques en raison de la participation d'athlètes russes sous leur propre drapeau. La Chine contre la Russie, l'Empire du Milieu commence la libération de ces territoires historiquement chinois. Je m'appelle Katerina Nesterenko et tout de suite, l'essentiel. Mais d'abord, mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour que nous ne nous perdions plus de vue. Sur les vastes étendues de YouTube, encore une nuit agitée en Russie. Nouveau blackout à Belgorod. Cette nuit, des explosions ont été signalées et les médias russes évoquent des frappes sur la centrale thermique. Selon le gouverneur Gladkov, les dégâts sur l'infrastructure énergétique sont importants. Nouvelle attaque massive contre les infrastructures énergétiques de la ville de Belgorod. Il y a d'importants dégâts. Nous constatons des pertes partielles d'électricité et de chauffage. Nous sommes donc en train d'analyser la situation. Et comme toujours, l'équipe d'intervention d'urgence est déjà sortie pour commencer les réparations au fur et à mesure que nous comprendrons les causes, les délais de rétablissement. Nous essaierons de communiquer prudemment. Bonne soirée à tous. Mais ce n'est pas tout. Il a également fait très chaud dans la ville de Veliki Luki, dans la région de Pskov. Les chaînes Telegram russes ont diffusé des images d'un incendie de grande ampleur. La base pétrolière locale de Velikoluxkaya a été touchée par une attaque de drone. Le gouverneur de la région de Pskov a confirmé l'attaque et a officiellement reconnu l'incendie d'un réservoir de carburant et de lubrifiant. Eh bien, que puis-je dire? J'aime clairement ce genre de nouvelles. Comme on dit, brûle, brûle, que ça ne s'éteigne pas. En lisant les commentaires sous les précédentes émissions, je vois que beaucoup d'entre vous nous regardent depuis le Kazakhstan, la Moldavie, l'Europe et même les États-Unis. Nous, les Ukrainiens, vous sommes très reconnaissants pour votre soutien et fiers d'avoir des spectateurs aussi sensés. Écrivez sous cette émission de quel pays vous nous regardez et si, chez vous, on soutient notre lutte contre l'empire du mal. Je lis toujours vos commentaires avec plaisir et nous continuons pour l'instant. La suite est la plus intéressante. Les forces de défense de l'Ukraine ont repoussé l'ennemi de 3 localités. C'est ce que rapporte un des analystes du portail Deep State. Le nettoyage de la zone grise par les forces de défense se poursuit. Cela peut prendre une certaine ampleur. Le plan est le même sur d'autres secteurs. Et maintenant, vous pouvez voir sur la carte des zones rouges dans la région de Ternovoy, Vishnevoy, Verbovoy. Mais une question se pose immédiatement. Quand la zone rouge a-t-elle disparu? Et pourquoi la zone grise subsiste-t-elle? L'ennemi a été empêché de s'y installer, de s'y renforcer et de s'y accumuler. Cependant, il y a tout de même une fixation, des fuites, et ils exercent leur pression. C'est donc une zone de pénétration et une zone de pression constante et d'action d'assaut de la part de l'ennemi. La situation reste difficile dans la région de Mirnograd et de Pokrovsk. Si l'on parle des dernières mises à jour, vous pouvez voir par vous-même qu'en réalité, l'histoire avec Mirnograd touche à sa fin. Actuellement, il ne reste que les quartiers nord-ouest, où certains combats se poursuivent encore. Mais l'ennemi absorbe cette ville, il s'y rassemble. Là-bas, il établit ses positions et l'a complètement occupée. Parallèlement, les guerriers de Perrin de la 40e brigade mécanisée neutralisent les Russes vers Novopavlovsk.
L'ennemi a perdu une voiture particulière avec 2 Russes à bord, 3 fourgonnettes, un autre véhicule d'occupants, ainsi que 3 antennes, un entrepôt de provisions et de munitions. De plus, selon le porte-parole des forces de défense du Sud, Vladislav Voloshin, nos troupes sont passées à la contre-attaque et à l'assaut, sur l'un des axes du front Sud. L'objectif principal des forces de défense, déclare Voloshin, est d'arrêter l'avancée de l'ennemi en direction de la région de Dnipropetrovsk. Je ne cesse d'admirer le courage et l'héroïsme des soldats ukrainiens. Ils tiennent le front et résistent à une immense horde qui les surpasse largement en nombre. C'est pourquoi j'appelle à soutenir les forces de défense, même si vous ne pouvez pas le faire financièrement. Écrivez-leur des mots de soutien dans les commentaires. Je sais qu'ils nous regardent. La Hongrie cesse de livrer du carburant diesel à l'Ukraine. Nous arrêtons l'exportation de carburant diesel vers l'Ukraine et les livraisons ne reprendront pas tant qu'ils n'auront pas recommencé à pomper du pétrole par l'oléoduc Druzhba. Voilà la situation à l'heure actuelle. De plus, le Premier ministre slovaque, Robert Fico, a menacé l'Ukraine de cesser les livraisons d'électricité si Kiev ne débloque pas le transit du pétrole russe par l'oléoduc Druzhba. Et le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a déclaré que l'Ukraine faisait du chantage. À la Hongrie? L'Ukraine fait du chantage à la Hongrie. Elle a fermé l'oléoduc Druzhba. Ils devront utiliser les réserves stratégiques. C'est la première question à l'ordre du jour de la réunion du gouvernement d'aujourd'hui. Je vous prie de m'excuser, messieurs. Avez-vous entendu dire que les problèmes de pompage de pétrole ont commencé après que la Fédération de Russie a frappé Druzhba? Il existe des sources alternatives d'approvisionnement en pétrole pour ces pays. Il s'agit notamment de l'oléoduc Adria, entièrement prêt à l'emploi et sans aucune raison technique de rester dépendant. Ces pays ne tirent aucun avantage du pétrole russe. Mais nous ne constatons aucune tentative pour nous affranchir de notre dépendance au pétrole russe. Au contraire, et contrairement à la politique de l'UE, nous constatons des tentatives pour rester sur cette corde raide le plus longtemps possible. C'est comme une dépendance à la drogue. Avec La Hongrie et la Slovaquie ne veulent pas se désengager du pétrole russe, mais l'Ukraine fait du chantage à tout le monde. Veuillez ne rien mélanger. Les États-Unis pourraient frapper l'Iran dès ce samedi, mais ce calendrier est provisoire car aucune décision définitive n'a encore été prise. Le média CBS écrit que Trump n'a pas encore pris de décision définitive concernant des frappes contre l'Iran. Les discussions se poursuivent, au cours desquelles la Maison-Blanche évalue les risques d'escalade ainsi que les conséquences politiques et militaires. Selon des sources à la Maison-Blanche, le porte-avions USS Gerald Ford pourrait arriver dans la région dès ce week-end. De plus, il y a des troupes américaines au Royaume-Uni. Des avions, des ravitailleurs et des chasseurs se déplacent également plus près du Moyen-Orient. Pendant ce temps, la Chine, la Russie et l'Iran préparent des exercices navals dans le détroit d'Ormuz. Les manœuvres conjointes Ceinture de sécurité maritime 2026 débuteront dès demain, selon les agences iraniennes, Mer et Fars, en se référant à l'amiral de la marine iranienne Hassan Maksoudlou. Les exercices auront lieu dans le détroit d'Ormuz, une voie clé pour les exportations mondiales de pétrole par laquelle transitent les livraisons en provenance d'Arabie saoudite, d'Iran, d'Irak et des Émirats arabes unis. Pendant ce temps, le Wall Street Journal écrit que l'Iran ne se prépare pas à un échange limité de frappes, mais à un scénario de confrontation prolongée et plus large avec les États-Unis. L'Iran restaure et disperse l'infrastructure de lancement de ses missiles balistiques, rendant les installations mobiles moins vulnérables aux frappes aériennes, et revient au concept de défense en mosaïque, un système de commandement décentralisé qui permettra de poursuivre la résistance même en cas de frappe contre la haute direction militaire et politique. Et il renforce en outre les sites nucléaires, notamment à Ispahan et dans la région du mont Pickaxe, en les dotant de moyens de défense antiaérienne. De plus, en Israël, le niveau maximal d'alerte à la guerre contre l'Iran a été déclaré. À Jérusalem, on s'attend à une éventuelle frappe des États-Unis contre l'Iran et on se prépare, dans ce cas, à se joindre aux Américains. Pensez-vous que les États-Unis oseront frapper l'Iran ou bien vont-ils finalement privilégier la diplomatie? Des athlètes russes et biélorusses ayant combattu contre l'Ukraine ont été autorisés à participer aux Jeux paralympiques de Milan. Ils concourront sous leur propre drapeau. Selon Suspilné, parmi les participants figurent Tivan Chiryaev, Vladislav Shinkar et Nikolai Bondarenko. Anton Bouchmakin, Renat Vassiliev, Ruslan Ustyoudjin, Denis Ishbulatov, Rustam Saitin et Rustam Sit. Le comité paralympique russe a déclaré qu'environ 500 participants à la guerre font déjà partie des équipes nationales paralympiques. Le ministre de la Jeunesse et des Sports d'Ukraine, Matvei Ibini, a déclaré que les responsables ukrainiens n'iraient pas aux Jeux paralympiques et n'y assisteraient pas à la cérémonie d'ouverture en signe de protestation.
De son côté, le ministre des Affaires étrangères d'Ukraine, Andriy Sybiga, a ajouté que l'Ukraine allait appeler d'autres pays à boycotter la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de 2026 en raison de la participation de la Russie et du Bélarus. Sybiga a souligné qu'il était inacceptable de hisser les drapeaux des pays agresseurs alors que la guerre de la Russie contre l'Ukraine se poursuit. De son côté, l'UE boycottera la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, écrit Politico. L'Union européenne a décidé d'ignorer la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques en signe de protestation contre le retour des athlètes russes et biélorusses. En particulier, l'événement ne sera pas assisté par le commissaire européen au sport, Glenn Mikolev, qui a appelé ses collègues à soutenir cette position de solidarité. Que pensez-vous de l'admission des meurtriers russes aux Jeux paralympiques? L'ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni, Valéry Zaloujny, a raconté dans une interview à l'Associated Press la tension entre lui et Zelensky, qui est survenue lorsque des agents du SBU ont fait irruption avec des perquisitions dans un poste de commandement militaire temporaire à Kiev. Selon Zaloujny, ce raid constituait une menace. En présence des agents, il a appelé Ermak au téléphone et l'a averti « Je vais repousser cette attaque car je sais comment me battre ». Ensuite, Zaloujny a appelé le chef du SBU, Vassili Maliuk. Selon Zaloujny, Maliuk a déclaré qu'il n'était pas au courant du raid. Plus tard, il a appris que 2 jours auparavant, le SBU s'était adressé au tribunal de district de Kiev pour demander un mandat de perquisition, à la même adresse. Selon le document judiciaire, le service voulait effectuer une perquisition dans un club de striptease qui, selon les allégations, était géré par une organisation criminelle. Cependant, selon ce qu'a rapporté la publication, 2 employés travaillant dans le nouveau bureau ont indiqué que le club de striptease mentionné dans le document avait été fermé avant même le début de l'invasion à grande échelle de la Russie. Dans un commentaire à Ukrainska Pravda, le SBU a confirmé avoir visité le poste de commandement secret de Zaloujny, mais affirme qu'en réalité, aucune perquisition n'a eu lieu et que Maliuk et Zaloujny ont clarifié tous les points et trouvé un terrain d'entente. De plus, Zaloujny a déclaré que le plan de contre-offensive de 2023 n'a pas été correctement mis en œuvre, car Zelensky et d'autres responsables n'ont pas alloué les ressources nécessaires. Selon lui, l'idée initiale était de rassembler les troupes en un seul point afin de libérer une partie de la région de Zaporijia, où se trouve la centrale nucléaire, puis d'avancer vers le sud jusqu'à la mer d'Azov. Zaloujny a souligné que le succès nécessitait une concentration significative des forces et un effet de surprise tactique. Selon lui, les troupes ont été dispersées sur une large portion du front, ce qui a affaibli les capacités offensives. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également réagi aux déclarations retentissantes de Zaloujny. Il est important que nos positions soient d'eau forte, que nous soyons tous en Ukraine, travaillant pour que l'Ukraine tienne bon, se défende et atteigne une paix digne. Toute autre politique en Ukraine en ce moment est absolument superflue. C'est le temps de la guerre, le temps de défendre notre pays, de protéger notre peuple. Les affaires personnelles, c'est pour plus tard. Que pensez-vous des propos de Zaloujny? Ce n'est que du business. Taïwan, la Corée du Sud et la Suisse vendent à des entreprises russes des composants et des équipements pour leurs complexes militaro-industriels via tout un réseau d'intermédiaires. The Insider a identifié, écoutez bien, 160 entreprises russes qui, lors de la 4e année de l'invasion à grande échelle de la Fédération de Russie en Ukraine, achètent sans obstacle des composants occidentaux pour leurs complexes militaro-industriels. La majorité des livraisons critiques en 2024 provenaient précisément du Japon, de Taïwan, de la Corée du Sud et de la Suisse. Ce sont précisément ces pays qui restent les principaux producteurs d'électronique industrielle qui se retrouvent en Russie. Et voici une information, comme on dit, à méditer. L'introduction simultanée de toutes les sanctions contre les intermédiaires identifiés. Et voici une information, comme on dit, à méditer. L'introduction simultanée de sanctions contre tous les intermédiaires identifiés qui aident la Russie à faire la guerre pourrait compliquer considérablement la production d'armes russes. Mais honnêtement, je dois avouer que je n'arrive même plus à imaginer ce qui devrait se passer pour que de véritables sanctions efficaces soient imposées à ceux qui profitent de cette guerre. La CIA a appris les plans de sabotage du Nord Stream dès le printemps 2022. C'est ce dont il est question dans l'enquête du magazine allemand Der Spiegel. Il est rapporté qu'au printemps 2022, des rencontres ont eu lieu à Kiev entre des représentants de la CIA et des spécialistes ukrainiens des opérations de sabotage. C'est alors que, soi-disant, la partie ukrainienne a présenté l'idée de faire exploser les gazoducs par lesquels la Fédération de Russie fournissait du gaz à l'Allemagne. Les sources du média affirment qu'à la première étape, les Américains ont accueilli ce plan de manière positive.
Détails, trajets, navires et préparation des plongeurs à 80 mètres de fond ont été discutés. L'opération, nommée Diamètre, fut approuvée par l'ex-chef des armées Zaloujny, selon Der Spiegel. Zelensky n'en aurait pas été informé. Au printemps 2022, selon les interlocuteurs du média, les représentants de la CIA n'ont même pas exprimé d'objection et auraient laissé entendre que l'opération fonctionnait. Cependant, en été, la position des États-Unis a changé. La CIA a refusé de soutenir l'opération, y compris financièrement. Selon les journalistes, la raison en serait les risques d'une attaque contre l'infrastructure d'un allié de l'Allemagne et les conséquences politiques possibles. En juin 2022, le service de renseignement militaire néerlandais MIVD a également appris les plans de sabotage et a averti les États-Unis et l'Allemagne. Les services de renseignement allemands ont alors accueilli cette information avec scepticisme, car les dates prévues de l'attaque ne coïncidaient pas. L'opération a simplement été reportée par la suite. Malgré les tentatives des États-Unis pour arrêter le sabotage, il a tout de même eu lieu. Et, selon Der Spiegel, l'équipe a trouvé un nouveau sponsor, un homme d'affaires privé ukrainien qui a financé environ 300 000 $ de dépenses. En septembre 2022, un yacht loué a quitté la ville allemande de Warnemünde pour la mer Baltique avec un groupe de 6 personnes à son bord. Der Spiegel note que les journalistes se sont adressés à la CIA pour obtenir des commentaires, mais celle-ci s'est contentée de déclarer que l'enquête était extrêmement inexacte et qu'elle ne devait pas être considérée comme une information factuelle. Les Ukrainiens ne soutiendront pas la cession de territoire car ils ont été payés au prix de milliers de vies. C'est ce qu'a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une interview accordée au journaliste Piers Morgan. Je ne m'intéresse pas à toute cette pseudo-histoire de merde de Poutine sur les raisons pour lesquelles il a commencé la guerre. Je n'ai pas besoin de perdre du temps sur des questions historiques et les raisons pour lesquelles il a fait cela. Toutes ces discussions sur Pierre le Grand et le reste ne m'intéressent pas. Pour mettre fin à la guerre et passer à la diplomatie, cette histoire n'est pas nécessaire. De plus, Zelensky affirme que la Russie cherche à organiser des élections pour l'écarter du pouvoir, mais même en cas de cessez-le-feu, la société ukrainienne s'oppose à la tenue d'élections pendant la guerre. Progrès, échec, tout est stable, compliqué. Autant de personnes et de médias, autant d'avis sur les négociations tripartites entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie. Mais il y a tout de même une certaine clarté. L'Ukraine ne quittera pas le Donbass, tandis que Poutine et la Fédération de Russie veulent continuer la guerre. À propos des résultats de la dernière rencontre tripartite et des perspectives de la prochaine, nous allons en parler plus loin. Les négociations à Genève les 17 et 18 février se distinguent de la précédente rencontre à Abu Dhabi. En effet, les parties ont travaillé simultanément dans 2 directions, politique et militaire. Pour cela, les délégations se sont divisées en groupes. L'Ukraine travaille de manière constructive. L'objectif final reste inchangé, une paix juste et durable. Mais selon les informations du magazine The Economist, la délégation ukrainienne ne s'est pas divisée uniquement pour les négociations. Au sein de l'équipe, il n'y aurait pas de position unifiée sur le rythme d'un éventuel accord. Un camp dirigé par l'ancien chef du renseignement ukrainien Kirilo Boudanov estime qu'il vaut mieux accepter rapidement les conditions du président américain Donald Trump et mettre fin aux hostilités. Dans le même temps, un autre groupe de la délégation, mené par Andriy Yermak, n'est pas vraiment intéressé par la signature d'un accord. Le président de l'Ukraine, Vadim Zelensky, selon les journalistes, il essaie de trouver un équilibre entre ces 2 approches, tout en ayant sa propre vision du processus de négociation. Nous ne savons pas sur quoi se basent les journalistes, mais cela ressemble à un déplacement. C'est précisément la Russie qui ne veut pas détourner l'attention de la paix principale. Cependant, selon les experts, ce dont parlait The Economist pourrait être une tactique planifiée de la délégation ukrainienne. L'interprétation de ce qui pourrait diviser est manifestement fausse, puisque il est évident que la seule condition, oui, pour un accord rapide serait que l'Ukraine abandonne les territoires des régions de Donetsk et de Louhansk non occupées par la Russie, ce qui, en fait, tout le monde comprend parfaitement, ne mènera pas à la paix. La Russie n'a modifié aucune autre condition, oui, c'est-à-dire même pour un cessez-le-feu, mais cela ne fera qu'aggraver la situation. Et il est bien évident que Boudanov le comprend. Il est possible, oui, qu'il y ait certains désaccords tactiques, ou peut-être un autre aspect. Il existe la tactique du bon et du mauvais policier. Mais revenons aux négociations elles-mêmes. Peut-être que la mise à jour la plus importante concerne les Européens. Lors des négociations tripartites, les représentants des pays européens n'ont pas participé.
Mais, comme l'a raconté le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, Rustam Umerov, il y a eu une rencontre séparée avec la délégation ukrainienne et américaine. J'ai terminé une rencontre distincte avec des représentants des États-Unis et des partenaires européens. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et la Suisse ont discuté des résultats du tour de négociation d'aujourd'hui et ont synchronisé leurs approches pour les prochaines étapes. Bien sûr, la Russie s'est opposée à l'implication de l'Europe, mais la délégation européenne est tout de même arrivée à Genève. À travers la voix de Zelensky, il a été déclaré à plusieurs reprises que l'Europe devait participer à ces négociations. Et cela est tout à fait logique, puisque la guerre de la Russie contre l'Ukraine, accompagnée de menaces explicites envers l'Europe, représente en réalité un immense danger pour les pays européens. Et naturellement, les questions de la fin de la guerre et les conditions dans lesquelles elle se termine sont une nécessité vitale pour les Européens. Mais revenons au contenu des négociations. À l'issue du premier tour de la rencontre de Genève, le journaliste de la publication Axios, Barak Ravid, a écrit que les négociations politiques étaient dans l'impasse. Et tout cela à cause de Vladimir Medinsky. Oui, Poutine a de nouveau envoyé ce pseudo-historien aux négociations. Fait intéressant, même les propagandistes du Kremlin se moquent des leçons de Rurik Medinsky. Quelle question faut-il soulever? La sécurité nationale, les enjeux territoriaux et diverses questions bilatérales. Dites-moi, il y a eu au moins des cours d'histoire? Le même Axios, citant Volodymyr Zelensky, a écrit que l'Ukraine était préoccupée par la participation de Medinsky aux négociations. Et cette inquiétude n'est pas sans fondement. Medinsky aime philosopher sur les racines historiques de la guerre. Nous n'avons pas le temps pour tout cela, c'est pourquoi nous devons agir et mettre fin à la guerre. La participation de Medinsky est un indicateur direct que la Russie fait échouer les négociations. C'est également ce qu'écrit le Washington Post. Le retour de Vladimir Medinsky, assistant du président Vladimir Poutine, qui avait auparavant remis en question la souveraineté de l'Ukraine, à la tête de la délégation russe lors des négociations à Genève, est le signe que Moscou entend s'en tenir à ses positions. Des exigences politiques strictes envers l'Ukraine visant à écarter Zelensky du pouvoir et à saper l'État ukrainien. Au Kremlin, de son côté, insiste sur le fait que Medinsky a toujours été le chef de leur délégation et qu'il n'était pas présent lors des précédentes négociations parce que les questions abordées ne relevaient pas de sa compétence. Il ne possédait malheureusement pas les compétences nécessaires ni l'expertise technique requise pour s'épanouir pleinement dans ses différents domaines d'activité. C'est Kostyukov qui dirigeait notre groupe là-bas. Le groupe était composé de militaires. Mais quelles que soient les explications du Kremlin, Medinsky envoie un signal très clair quant aux intentions pacifiques de la Russie, ou plutôt à leur absence. En général, le fait que Moscou ait de nouveau nommé Medinsky à la tête de la délégation était une preuve flagrante, un signal très fort qu'il n'y avait même pas la volonté de parvenir à un accord sur quoi que ce soit. Quoi ? Concernant les négociations du groupe militaire, selon les informations d'Axios, des progrès sont en cours. Selon le président ukrainien, la discussion a porté sur un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu. L'armée sait comment surveiller un cessez-le-feu et la fin de la guerre s'il existe une volonté politique. Là, ils étaient d'accord sur presque tout. Le suivi inclura assurément la participation de la partie américaine. Et encore quelques mots sur la première journée des négociations. En Russie, la rencontre a été qualifiée de tendue. Les négociations ont duré environ 6 heures, toutes à huis clos. Vladimir Zelensky évoque également une rencontre difficile. Hier, il y a effectivement eu des rencontres compliquées. Et nous pouvons constater que la Russie tente de faire traîner les négociations qui pourraient déjà être arrivées à leur phase finale. De plus, comme le rapporte Axios en se référant à Zelensky, le président ukrainien a chargé la délégation de soulever également la question d'une rencontre personnelle avec Poutine. Selon lui, c'est la meilleure façon d'obtenir une percée sur les questions territoriales dans le cadre des négociations. L'Ukraine démontre une fois de plus sa volonté de mener de véritables négociations au plus haut niveau, directement. Mais la rencontre n'aura pas lieu. Eh bien, Poutine, pour le dire gentiment, il n'est pas très courageux. Les Russes évitent cette rencontre par tous les moyens. Nous avons vu à quel point ils fuyaient honteusement, tout simplement. Poutine a fui la rencontre en Turquie. La question des frappes russes contre l'Ukraine est, bien sûr, également sur la table.
Les gars doivent absolument poser la question sur ces frappes, la question. Avant tout, avec la partie américaine qui nous a proposé, à nous comme à la Russie, que de s'abstenir de frappes. L'Ukraine est prête. Nous n'avons pas besoin de la guerre. Et nous agissons toujours de manière symétrique. Nous défendons notre État. Le 18 février, les négociations n'ont duré que 2 heures. Selon le chef de la délégation russe, Medinsky, tout est compliqué. Vous savez, les négociations ont duré 2 jours, très longtemps hier, sous différents formats. Et aujourd'hui encore, environ 2 heures. Elles ont été difficiles, mais constructives. D'ailleurs, concernant la centrale nucléaire de Zaporijjia et le territoire, il n'y a, comme prévu, aucun progrès. Mais la prochaine rencontre tripartite est prévue dans un avenir proche. Les services de renseignement européens ne voient aucune chance de paix en Ukraine en 2026, rapporte Reuters. Selon les responsables des services de renseignement de plusieurs pays de l'Union européenne interrogés par l'agence, la Fédération de Russie n'est pas intéressée par une fin rapide de la guerre et les négociations entre les États-Unis et Moscou sont utilisées comme un outil pour affaiblir les sanctions et conclure des accords économiques avantageux. Un des interlocuteurs de Reuters a même qualifié le processus de négociation de théâtre. Les agents de renseignement soulignent que les objectifs stratégiques du Kremlin n'ont pas changé. Affaiblir l'Ukraine, éliminer Zelensky et transformer le pays en un tampon neutre. Même une éventuelle cession du Donbass, selon eux, ne mènera pas à la paix. Après cela, la Russie avancera de nouvelles exigences. La Chine est contre la Fédération de Russie. C'est désormais parfaitement clair. La Chine expulse la Russie d'Asie centrale et commence une reprise progressive de ces territoires historiquement chinois, qui, pour l'instant, font partie de la Fédération de Russie. Et voilà que Xi Jinping prévoit même de rencontrer personnellement Trump. Voici les détails. La chute de l'empire de Poutine. La Russie cesse d'être un centre d'influence et de puissance. Il ne faut pas avoir peur. Celui qui commence à avoir peur perdra tout immédiatement. Mais il est absolument nécessaire de comprendre ce qui peut se passer. Cela ne changera pas fondamentalement la situation car l'invasion de l'Ukraine a été non seulement un suicide militaire, mais aussi géopolitique pour le Kremlin. Et cela a montré au monde entier la faiblesse de l'empire de Poutine. Et pendant que Poutine est occupé par la guerre et a sauvé son pouvoir, la Chine s'empare des positions économiques et politiques de la Russie, du Caucase jusqu'à la mer Caspienne. En termes simples, Moscou perd de l'influence là où elle était considérée depuis des décennies comme un acteur majeur. La Chine essaie d'absorber au maximum la Fédération de Russie. Elle ne le fait évidemment pas par une escalade militaire ou une agression. C'est une absorption douce, une absorption culturelle, une absorption des ressources, une absorption technologique, une absorption au sens de la formulation et une intégration dans un système financier unique, car la Fédération de Russie détient les ressources de la Banque centrale en yuan et non plus comme avant. Auparavant, elles étaient en dollars et en euros dans des devises mondiales de réserve librement convertibles. À partir du moment du lancement de l'initiative La ceinture et la route, la Chine étend pas à pas son influence en Asie centrale. Elle finance des routes, des nœuds ferroviaires, des pipelines et d'autres infrastructures, transformant la région en un nouveau pont de transit entre l'Asie et l'Europe en contournant ce vaste territoire géographique qui regroupe diverses zones administratives et des paysages variés, constitue l'objet principal de notre étude détaillée aujourd'hui. De la Russie. Encore une fois, ils ne dépendent pas uniquement de Pékin, mais aussi, et probablement avant tout, de lui. De quelle subjectivité peut-on parler d'une manière ou d'une autre dans ce contexte? À partir du 15 septembre 2025, les Russes bénéficient d'une exemption de visa pour la Chine. Et en Sibérie ainsi qu'en Extrême-Orient russe, des enclaves chinoises se forment déjà, avec leurs propres écoles, entreprises et cultures. Le Kremlin ne développe pas la région, il la cède à l'installation d'étrangers. Les relations entre la Russie et la Chine ont toujours été complexes, toujours ambiguës. Et dans leur histoire récente, ces relations ressemblent davantage à celles de partenaires circonstanciels qu'à celles d'amis, de partenaires ou d'alliés, et parfois, lors de périodes de tension, même à des relations de concurrents, parfois à l'échelle régionale et parfois même en partie à l'échelle mondiale.
Actuellement, la part de la Chine dans le commerce extérieur russe représente déjà 1/3. Au mois de septembre 2025, il existe en Russie au moins 13 000 entités juridiques avec des capitaux chinois. Le chiffre d'affaires total de ces entreprises a dépassé 41 milliards de dollars américains l'année dernière. Les relations entre la Russie et la Chine ne peuvent pas être positives. Parce que cette zone, la zone du Caucase du Sud, la zone d'Asie centrale, a toujours été la zone de l'OTSC, des BRICS, en fait, la zone d'influence de la Fédération de Russie, ce qui ne convient absolument pas à la Chine. Et nous voyons même à quel point les pays d'Asie centrale, comme le Kazakhstan, déjà, la Chine est plus proche tant sur le plan économique que sécuritaire que par exemple la Fédération de Russie qui, faute de ressources, est tout simplement incapable de maintenir l'influence qu'elle exerçait auparavant dans ces régions. Un nouveau coup dur pour la Russie de la part de la Chine. Les raffineries de pétrole chinoises ont commencé à refuser d'acheter du pétrole russe. Après que les États-Unis et d'autres pays occidentaux ont imposé des sanctions contre les principaux producteurs russes et une partie de leurs clients. Les relations entre les États-Unis et la Chine se sont réchauffées, sont devenues plus constructives, même si elles restent tendues, mais elles progressent. Ils trouvent un terrain d'entente et les périodes d'escalade mutuelle, principalement économiques bien sûr, sont remplacées par des périodes de dialogue constructif. Et la période de confrontation entre les États-Unis et la Chine se transforme en un jeu par procuration. Poutine perd lentement mais sûrement du pouvoir. La Russie perd son autorité dans les pays de l'ex-URSS que le Kremlin a toujours considérés comme ses satellites. La Suède a approuvé un nouveau programme d'aide militaire à l'Ukraine d'une valeur de 1,2 milliard d'euros. L'accent est mis principalement sur le renforcement de la défense aérienne. Environ 400 millions d'euros seront alloués à l'achat et au transfert de systèmes anti-aériens Tridon Mk2 de fabrication suédoise, efficaces contre les drones, ainsi que de capteurs et de canons anti-aériens. Encore 524 millions d'euros seront consacrés au soutien de la production ukrainienne de missiles longue portée et de drones. Plus de 280 millions d'euros sont prévus pour des lance-grenades issues des stocks de l'armée suédoise, des munitions d'artillerie, des pièces détachées et la formation des militaires ukrainiens. Un accord grandiose, capable d'assurer à Trump et à Poutine l'obtention du prix Nobel. C'est sur un tel appât que le Kremlin tente d'attraper le président américain. Les sommes à maîtriser sont qualifiées d'astronomiques. Plus de 10 000 milliards de dollars parmi les domaines de coopération, l'énergie et le partage de l'Arctique. C'est Kirill Dmitriev, chargé de la coopération économique, qui doit présenter cet appât alléchant à Trump. Poutine et son entourage réussiront-ils à attraper et sortir ce poisson doré venu d'outre-mer et quels sont les risques pour l'Ukraine ? Voyons. Le Kremlin a proposé à la Maison-Blanche la plus grande transaction économique qui pourrait potentiellement apporter non seulement des richesses inimaginables, mais aussi le tant convoité prix Nobel, rapporte The Economist. Il semble que ce soit la réponse à la question de savoir pourquoi tout ce temps. Donald Trump refuse d'arrêter l'agresseur et fait littéralement du chantage à la victime, la forçant à accepter la capitulation. Il vaudrait mieux que l'Ukraine s'assoie rapidement à la table des négociations. C'est tout ce que je peux dire. Nous sommes dans une telle situation que nous voulons qu'ils viennent. Le rusé agent du KGB a depuis longtemps compris la principale faiblesse de l'ex-homme d'affaires. Et il est déjà arrivé en Alaska avec une proposition de 12 000 milliards de dollars. C'est l'équivalent de 6 budgets annuels de Sam Euler. Les Russes ont proposé aux Américains d'extraire du pétrole et du gaz dans l'Arctique. L'exploitation des métaux de terre rares, la création d'un centre de traitement de données avec économie d'énergie nucléaire et la construction d'un tunnel sous le détroit de Bering. Poutine, selon les journalistes, aurait même promis de restituer 5 milliards d'actifs confisqués à la compagnie pétrolière ExxonMobil. Faire confiance à Poutine sur parole? Je ne sais pas à quel point il faut être naïf pour cela. Poutine, la responsabilité et Poutine et les promesses, ce sont des choses absolument sans rapport. Tout
ce processus de négociation est supervisé par Kirill Dmitriev. Depuis avril de l'année dernière, il a rencontré une dizaine de fois l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff. Dmitriev a non seulement traversé l'océan lui-même, mais il a aussi fait tourner Steve en rond, puis plus tard, Steve est le gendre de Trump. Il a accueilli Jared à Moscou, lui a fait goûter des tchebourieks et lui a montré la place rouge. Et, selon l'ancienne tradition de la Horde d'Or, des colis étaient envoyés à travers l'océan. Witkoff a remis à Trump une caisse de caviar rouge de la région de Khabarovsk. C'est ce qu'a rapporté le ministère de l'Industrie et du Commerce de la région. Witkoff a goûté le caviar rouge lors d'un déjeuner dans un restaurant moscovite. Elle lui fit une si forte impression que l'envoyé spécial se vit offrir une boîte entière de caviar. À propos, cette vidéo vous permet de constater à quel point les Russes et les Américains se sont rapprochés au cours de l'année écoulée. Le micro numéro 1 de Poutine. Le propagandiste Zarubin a réalisé un reportage exclusif sur la dernière rencontre entre Witkoff, Kushner et Poutine. Voici comment se comportèrent les Américains en attendant le dictateur. Avant le début de la rencontre avec Poutine, ici, on communique sans interprète. Au poignet du gendre de Trump. Un fil rouge. Certains pensent que de tels bracelets aident à la santé et portent chance. Mais ils portent aussi une bague au doigt. Josh Grunbaum porte la même bague. Et il s'agit clairement de bagues intelligentes, c'est-à-dire qu'elles mesurent le niveau de stress, la fréquence du pouls, les phases de sommeil. À ce moment-là, il n'avait manifestement pas de stress particulier, des sourires, des tapes sur l'épaule, et même des blagues. Même l'interprète de Poutine a reçu des compliments de la part des Américains. Steve Witkoff déclare soudainement tous ces voyages et ces jolis sourires pour une grande affaire. Selon The Economist, tout l'été dernier, un grand nombre de juristes outre-Atlantique ont travaillé sans compter leurs heures pour analyser les scénarios possibles de lever des sanctions contre la Russie. Et après 2022, il s'agit de 23 000 restrictions financières. Les entreprises américaines espèrent conquérir le marché russe où les Européens étaient leaders avant l'invasion. Elles cherchent également à accéder aux actifs bloqués. Mais ce qui enthousiasme surtout les émissaires de Trump, ce sont les parts potentielles dans des méga-projets capables de transformer les marchés mondiaux des matières premières. La plupart des gisements pétroliers russes sont anciens et considérablement épuisés. Pour maintenir la production, le pays a besoin d'importants apports de technologies étrangères, de main-d'œuvre et de capitaux. Cela pourrait favoriser une révolution du schiste. En Sibérie occidentale, où, selon l'estimation d'Artem Abramov de la société de conseil Restate Energy, il pourrait y avoir environ 12 milliards de barils de réserves récupérables de pétrole et de gaz. Cela correspond à peu près à 7 années de production pétrolière dans le bassin permien, la principale région de schiste des États-Unis. Poutine mise sur la cupidité de son collègue d'outre-Atlantique. Et pour l'instant, cela fonctionne. Des hommes d'affaires qui se retrouvent temporairement aux commandes, les dirigeants des superpuissances perdent la tête à cause de richesses illusoires. C'est du vrai trash. Des images sont apparues en ligne montrant qu'à Varsovie, un chauffeur de taxi a agressé une Ukrainienne enceinte, l'a aspergée de gaz lacrymogène, a bloqué la sortie et a insulté elle et son mari. L'incident s'est produit dans l'un des quartiers de la capitale polonaise. La vidéo de l'agression a été rendue publique par le Centre de surveillance des manifestations russes et xénophobes. Film, voilà, hop, c'est sec. Et viens ici, les médias écrivent qu'Anastasia, une Ukrainienne, vit en Pologne depuis déjà 10 ans. Actuellement, elle est enceinte de 5 mois de grossesse. Ce jour-là, le couple a garé sa voiture près de chez eux. Lorsque l'homme a essayé de partir, un taxi lui a barré la route, entrant dans la rue étroite et s'arrêtant malgré un panneau d'interdiction. Selon les victimes, le chauffeur de taxi, en voyant une voiture avec des plaques ukrainiennes, a commencé à crier des insultes par la fenêtre ouverte. En particulier, il les a exhortés à retourner en Ukraine. Lorsqu'Anastasia a tenté d'expliquer calmement que le taxi bloquait le passage, le chauffeur l'a traité de pute et a utilisé du gaz lacrymogène contre le couple. La femme enceinte a commencé à suffoquer. Et ça, ce sera l'Amérique.
Tu es ma femme, je ne me mêle pas des affaires des autres, idiot. Et aujourd'hui, qui est la police? Est-ce que c'est pour aujourd'hui? La police a ouvert une enquête pour crime motivé par la haine nationale. L'agresseur risque jusqu'à 3 ans de prison. Une attaque brillante du SBU derrière les lignes ennemies. Des postes de commandement, des dépôts d'armes et des lieux de stationnement des occupants ont été touchés. L'ennemi n'arrive pas à s'en remettre. Les détails de cette opération virtuose à suivre. Une opération brillante du SBU qui a privé l'occupant de sa liaison avec le commandement. Des sites secrets, habituellement très difficiles à atteindre, ont été frappés. En général, ces endroits sont très discrets, soigneusement cachés, et la question de leur destruction reste toujours très sensible. Il s'agit de quartiers généraux et de postes de commandement. Les informations sur leur emplacement sont strictement confidentielles. Et ce n'est pas surprenant car c'est de leur fonctionnement que dépend le front. Mais un seul geste imprudent et le quartier général devient visible comme sur la paume de la main et ensuite, il ne reste plus qu'à agir. En général, ils sont repérés soit par des moyens techniques, par exemple un satellite qui passe et détecte quelque chose de suspect, soit par interception. Ou bien à cause d'une conversation imprudente, comme lorsque qu'un militaire russe sort pour appeler sa mère et lui dit « Maman, tu n'imagines pas, on m'a permis de travailler dans un quartier général secret qui se trouve quelque part dans la région de Zaporizhia. » Il n'est pas difficile d'intercepter la conversation et d'identifier l'endroit, la localisation d'où il parle. Grâce aux forces spéciales Alpha, 4 états-majors et postes de commandement ont été détruits d'un seul coup. Et tous étaient situés à l'arrière de l'ennemi, c'est-à-dire là où les Russes se sentaient en sécurité, bien cachés. C'est important d'attendre que les commandants de différents secteurs s'y réunissent avec de grandes cartes. Et bien sûr, il serait encore mieux que des généraux arrivent avec des galons aussi larges que des autoroutes. Et donc ils sont entrés là-bas, et bien sûr c'est à ce moment-là qu'il faut les frapper. Nous n'allons pas entrer dans les détails de ces opérations, il suffit de comprendre que c'est un travail très minutieux. Mais les pertes infligées aux occupants en valèrent la peine. Grâce à la destruction de tels sites, il devient beaucoup plus difficile pour les envahisseurs russes de gérer leurs unités, d'assurer l'approvisionnement en ressources et de préparer de nouvelles attaques. Dans le cadre de l'opération du SBU, 3 lieux de déploiement de personnel, y compris des forces spéciales du FSB, ont également été frappés. En outre, les spécialistes ukrainiens ont détruit un site de production de drones, ainsi que 2 entrepôts de carburant et de lubrifiants. 2 positions de lancement de drones, un dépôt de munitions et un centre logistique ont également été touchés. 4 postes de commandement et d'observation, ainsi que d'autres installations militaires, ont également été neutralisés. Les drones FP2 ont été utilisés pour frapper ces cibles. Selon le service de presse du SBU, les drones étaient équipés de charges de combat de 105 kg, ce qui a assuré une grande efficacité de l'opération. Les drones du SBU ne frappent pas seulement directement les occupants russes, mais aussi des cibles qui soutiennent le front. Il s'agit bien sûr du complexe militaro-industriel russe. Et là aussi, les Russes ont subi des pertes ces derniers jours. Les drones sont allés rendre visite à l'usine Metafrax Chemical, située dans le kraï de Perm. La distance jusqu'à celle-ci est de 1600 km. Mais cela n'est pas un obstacle pour le SBU, lorsque la mission est de saboter l'industrie militaire de l'arrière russe. Cette entreprise est le plus grand producteur de méthanol en Russie. Sa production est utilisée pour fabriquer des composants chimiques nécessaires à la production d'explosifs et d'autres matériaux à usage militaire. C'est déjà une frappe contre la raffinerie de pétrole d'Ukhta. Ici, le SBU a établi un nouveau record. Cette raffinerie de pétrole est située à 1750 km de la frontière avec l'Ukraine. La destruction des infrastructures pétrolières semble d'ailleurs être l'une des cibles favorites des drones du service de sécurité. La nuit précédente, le SBU a également frappé le terminal pétrolier Tamaneftegaz, situé dans le kraï de Krasnodar. Ils ont tout de même touché avec des drones de type avion. Un drone. Le drone, en temps réel. Où est-il? Oui, regarde par la fenêtre. Tamaneftegaz est l'un des plus grands ports russes de la région de la mer Noire, assurant le transbordement de pétrole, de gaz et d'ammoniac.
La frappe précédente sur ce terminal, le 22 janvier, a causé à la Russie une perte d'environ 50 millions de dollars. Et ce n'est qu'une petite partie du travail accompli en très peu de temps par le service de sécurité pour saper le potentiel militaire de la Fédération de Russie. Et combien d'autres à venir? Le boxeur ukrainien est actuel champion du monde poids lourd selon les versions WBC, WBA et IBF. Oleksandr Usyk s'est laissé prendre au piège et est devenu la victime des farceurs russes Vovan et Lexus, qui sont ouvertement des humoristes pro-Kremlin. La vidéo de la farce faite à Usyk a été publiée par les farceurs eux-mêmes. Sur Internet, on écrit que Vovan et Lexus se sont fait passer pour le président polonais Karol Nawrocki. Et, entre autres, ils ont demandé à Usyk quelles étaient ses ambitions politiques et s'il envisageait de se présenter à la présidence de l'Ukraine après la fin de sa carrière professionnelle sur le ring. Fait intéressant, toute la conversation s'est déroulée en anglais. Écoutez par vous-même. Peut-être considérez-vous cela comme une chance de devenir président la prochaine fois. Peut-être, Monsieur le Président, peut-être. Mais c'est très difficile. Si Dieu me donne une chance, si Dieu m'envoie un signe, j'irai travailler pour le bien de mon pays. D'accord. Ce serait bien d'avoir 2 boxeurs présidents dans l'UE. Je pense que nous ne nous battrons pas l'un contre l'autre. Usyk lui-même n'a pas encore commenté cette vidéo. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce canular était-il vraiment l'œuvre de l'intelligence artificielle? Si c'est vrai, comment évaluez-vous les ambitions d'Usyk de se présenter à la présidence? Écrivez-nous. C'est tout pour aujourd'hui. Mettez un like à cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Ukraine aujourd'hui pour ne pas manquer nos prochaines émissions. À bientôt.